Bonjour à toutes et à tous, toute l'équipe de On va se faire foot est heureuse de vous retrouver pour ce second numéro que l'on espère haut en couleur. Comme tous les mardis, on vous accueille avec Giancarlo Bruni en direct de Toulouse. Salut Giancarlo. Salut les gars, je suis ravi de vous retrouver. Et Daniel Montero qui, comme son maillot ne l'indique pas, n'est pas à Londres aujourd'hui mais est à Lisbonne. Salut à tous et prêt pour un nouveau débat. Eh ben, c'est avec grand plaisir qu'on vous propose donc de nous suivre encore une fois pour 50 minutes de discussion sur le foot et le sport, avec au menu ce soir de la Ligue 1, de la Ligue des Champions et une fois n'est pas coutume, de la Ligue Europa. Et sans plus tarder, donc, je vous propose de démarrer et de passer à notre premier thème que l'on a intitulé en toute sobriété trois clubs pour deux strapontins. En effet, à l'orée de la saison 2023-2024, la nouvelle formule de la Ligue des Champions devrait offrir, si tout se passe bien, trois places qualificatives directes en Ligue des Champions de nouvelle formule. Si le titre de champion semble maintenant destiné au Paris Saint-Germain, il semble derrière le club parisien que trois clubs sont en lice pour se disputer les deux dernières places qualificatives pour la saison prochaine en Ligue des Champions. Alors d'après vous, qui de Lens, Monaco ou l'Olympique de Marseille vous semble plus armé pour se qualifier en cette fin de saison pour la Ligue des Champions? Daniel, je te laisse la parole. Euh, donc concernant la Ligue des Champions cette année, bon, comme tu le disais, je suis d'accord avec toi pour le PSG, personne ne se pose de questions, hein. Ils seront bien évidemment présents pour la prochaine Ligue des Champions. Marseille, moi j'y crois, je pense que Marseille y sera. Je pense que l'autre place va se jouer entre Monaco et Lens. Clairement, Lens fait un bon championnat. Moi, je reste quand même persuadé que Monaco, avec les bonnes séries qu'ils sont en train de faire, et puis l'effectif surtout, ils ont un super effectif, ils font une très très bonne deuxième partie de saison. Moi, je ferai un pari sur Marseille, Monaco, Lens, derrière le PSG. Donc tu penses donc que Lens va perdre la place qu'il a longtemps eue de qualificatif pour la Ligue des Champions. Là, ils sont à égalité avec Monaco là pour l'instant. Bah, si on a trois clubs qui se qualifient, c'est ça en fait. Ouais, ouais. Donc si on a trois clubs, je pense que la troisième place va se jouer entre Monaco et Lens. Maintenant, je pense que Daniel, Monaco, tu te euh, mouilles pas beaucoup quand même, Daniel, là. Bah ouais, là, voilà, on veut bah, savoir qui va pas se bah, qualifier en fait. Ouais. bah, qui va pas se qualifier? Allez, moi je dirais que, allez, si je me lance vraiment, je dirais que Lens va pas suivre. À mon avis, Monaco a un effectif beaucoup plus solide et ils vont, je pense, terminer même deuxième. Moi, je parierais sur un classement. Allez, je me lance même sur le classement, sur un pari Monaco-Marseille. D'accord. En sachant que la troisième place, elle passe plus par le tour préliminaire, donc même si Marseille termine troisième, ils accéderont une nouvelle fois à la Ligue des Champions. Ah, Giancarlo? ah, Ouais. ouais, c'est ça la donnée que j'avais pas, moi. J'avais un doute sur la troisième place qualificative directement ou barrage. Parce que quand même, les barrages, ça nous a pas trop réussi depuis quelques années, hein. Ah, Euh, ok. Moi, j'ai analysé le truc avec deux paramètres. Le premier, c'est le calendrier, parce qu'il reste quoi? Il reste 7 matchs, ouais, 7-8 matchs. ouais, pas beaucoup. Et le deuxième, ouais, c'est les effectifs. Alors, en termes de calendrier, c'est l'OM qui a le calendrier quand même le plus favorable. Je trouve ils ont que deux déplacements qui sont un peu compliqués à gérer, mais encore, hein, à Lorient et à Lyon. Et après, tout le reste, ouais, ils reçoivent Brest, ils reçoivent Ajaccio, ils reçoivent Troyes. Enfin, bon, après, ça devrait passer assez facilement, compte tenu du fait qu'en plus, ils ont 4 points d'avance. Donc, l'OM, pour moi, c'est du sûr sur la deuxième place. Alors, la troisième, vraiment, en cas d'accident, mais ils y seront. Moi, j'en suis convaincu. Après, pour l'autre, c'est Lens. Ils ont un calendrier de marteau. Je pense que Lens va pas tenir sur la distance à cause de ça. Et en plus, ils n'ont pas le même effectif que Monaco. Ils n'ont pas la même profondeur. Lens, ils se fadent Paris, Monaco, Marseille, Lorient et Toulouse pour finir. Le match le plus difficile, certainement. Ouais, Ça c'est devrait, là où tout va se jouer en plus. ça devrait aller avec Toulouse. Le- Non, mais moi, la journée où tout va se jouer, on va enlever la Ligue des Champions à Monaco. je fais un peu la Non. même, je fais un peu Mais la même analyse que Je toi, pense que mais Lens passera pas. Ouais, je pense que Lens passera pas. alors moi je trouve effectivement moi là j'avais un gros doute sur Marseille suite aux deux défaites d'affilée là, la défaite contre
contre Marseille, contre Paris, pardon, avec le festival de Kylian et surtout la contre-performance contre Annecy. Je savais pas s'ils allaient avoir la force de caractère de se relever. Ils avaient un déplacement très difficile à Rennes, hein, où Rennes perd pas souvent Ouais. à domicile. Ils ont gagné ce week-end. Donc, ils m'ont impressionné par rapport à cet état d'esprit, à cette réaction mentale, parce qu'ils avaient quasiment tout perdu en une semaine. Certains les voyaient champions, notamment parmi nous, en disant que cette année, ils pouvaient le faire, ils pouvaient doubler le Paris Saint-Germain sur le fil, et finalement, ça l'a pas fait. Et ils ont été totalement dépassés au Vélodrome face aux Parisiens. Et puis surtout, vraiment, contre Annecy, ils avaient, on va dire, vraiment un coup à jouer pour aller loin en Coupe de France, qui était l'objectif qu'ils avaient affiché en début de saison, essayer de venir gagner la Coupe. Ça a été, on va dire, une contre-performance, hein, presque une faute professionnelle de leur part. Et vraiment, j'attendais de voir leur réaction à Rennes, qui était pas facile à jouer, qui était vraiment effectivement le gros du morceau là sur leur calendrier là ces prochaines semaines. Et ils sont arrivés à redresser la tête de manière importante et assez significative, hein, puisque on avait vu la défense complètement des fois ridicule, hein, face à Paris ou Annecy. Et là, ils n'ont pas pris de but à Rennes, qui a quand même une ligne d'attaque assez impressionnante. Donc c'est quand même une très très belle performance Ouais. qui peut laisser augurer des belles chances dans cette fin de saison pour Marseille. Là où je diffère un peu, c'est que est-ce que c'est vraiment un calendrier favorable de jouer des équipes qui vont se battre pour le maintien en cette fin de saison, de jouer Ouais, contre des équipes, on a vu 3 là contre Monaco. Monaco menait 2-0 et 3 est revenu du diable Vauvert pour égaliser à la dernière minute et venir gratter un point qui sera important pour le maintien. j'adore quand tu fais ton Léo Zitrone, quoi. Ah ouais, Putain, le je diable kiffe. Vauvert, là, c'était. J'ai travaillé longtemps, là, mais, donc voilà, je suis pas sûr que. Bah, c'est sûr que il vaut mieux avoir le calendrier de Marseille que de Lens. Mais est-ce que vraiment il y a un Ah, calendrier mais facile arrête, dans le championnat? si tu peux pas taper Brest, Angers, Auxerre et Troyes chez toi, ou prendre au moins 10 points sur 12. Oui, tu peux pas. Tu mérites C'est pas d'aller en facile. Ligue des Après, Champions. Ouais, bah ouais. Ouais. Donc, alors par après le contre, calendrier, ouais, le calendrier, après, c'est vrai que c'est. Moi, je partage un peu l'avis de Mehdi là-dessus. Le calendrier, c'est toujours un peu compliqué en fin de saison. On ne sait pas s'il vaut mieux rencontrer les équipes d'en haut ou les équipes d'en bas. Moi, je pense que vraiment, ça va jouer sur l'effectif. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et quand on regarde justement Lens, c'est un bon exemple. Parce que Lens, ils font une super première partie de saison. Et quand tu regardes les 5 derniers matchs, il ne se passe plus rien quoi, à Lens. Donc du ouais. coup, c'est là en fait leur position aujourd'hui au classement, elle est surtout due à la première partie de saison, pas ce qu'ils font dernièrement. En fait. Ouais, mais c'est un nombre de paramètres cumulés. C'est que tu as 5 Hum, points d'avance, tu as un calendrier qui est favorable, tu as de la profondeur d'effectif, tu n'as plus rien à jouer à part le championnat. Bon, bah, Marseille, ils cumulent les quatre conditions. Donc, moi, c'est ce qui me fait dire qu'ils sont largement devant par rapport à ça. Et après, pour Lens, c'est la profondeur de banc, quoi. Pour Lens, ouais, hum. sur la longueur, c'est trop compliqué de faire une saison avec un effectif de 14 joueurs cadres. C'est trop dur pour tenir Moi, pour tenir la distance. j'ai- j'hésite vraiment sur la dernière place entre Lens et Monaco. Je vois aussi Marseille se qualifier, voilà, quoi qu'il arrive. Lens ou Monaco, on a l'impression que les deux équipes piochent, hein. Moi, je suis assez surpris des dernières contre-performances de Monaco, que ce soit en Coupe d'Europe contre les Leverkusen, que ce soit la baffe qu'ils ont pris à domicile contre Nice, ou finalement le fait de ne pas être capable de gagner à 3. On a l'impression que l'équipe, voilà, ils étaient sur une super spirale positive, et là, ils ont l'air d'être rentrés dans une spirale négative que j'ai du mal à m'expliquer. J'ai pas trop compris les atermoiements de Philippe Clément qui, après la défaite contre les Leverkusen, est passé à un 3-5-2 bricolé alors que jusque-là, le 4-4-2 avait bien fonctionné. Donc, on a l'impression qu'il y a un petit peu de panique qui se manifeste un peu justement dans ces hésitations tactiques de la part du coach monégasque, qui me laisse penser qu'ils sont pas totalement sereins. Après, voilà, je suis d'accord avec vous. Lens me semble quand même un peu cramé physiquement. On a l'impression qu'ils ont joué en sur-régime toute la première partie du championnat. Et effectivement, ils n'ont pas de profondeur de banc, contrairement à Monaco. Et que donc, du coup, ouais, je les sens un peu lâchés, même si faire un partout contre Lille, ce Lille-là qui fait un très très bon championnat, c'est pas une contre-performance en soi, hein. Ça montre qu'ils sont quand même toujours dans le coup. Après, la quatrième place, du coup, elle devient qualificative pour les barrages de la Ligue des Champions. Non, pour l'Europa League. Non, tu as 3 qualifiés directs, mais tu n'as plus de T'as barrage, trois t'as quali- plus de Non, ouais, barragistes. ouais. Ok, Sauf donc, si ça sera peut-être l'occasion d'un prochain débat la semaine prochaine après
après cette semaine de Coupe d'Europe, sauf si les clubs français continuent de contre-performer et on régresse au classement UEFA, ce qui n'est pas à exclure. Et la troisième place est même plus qualificative. Elle est obligée de passer par le barrage. Mais si on s'arrête en l'état actuel des choses du classement à l'indice UEFA, les trois premières places sont qualifiées pour la Ligue des Champions directement. Voilà. Après, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, si j'avais Peut-être que cette troisième place, ouais, dis-moi. Peut-être que cette place aussi, elle va se jouer sur le match Lens-Monaco qui a lieu dans un petit peu plus d'un mois. Effectivement, ça va être ça peut être un match, ça peut être un match clé. Ça peut être un match clé pour la troisième place. Bon, après, ils se rencontrent tous quasiment, je crois. Ils se croisent tous dans les 3 ou 4 premiers. Là. Après, moi, un vœu pieux, ça serait voilà, mais d'amateur de foot. J'aurais tendance à préférer que Lens se qualifie pour la Ligue des Champions pour voir un stade Bollard plein à tous les matchs, qu'au Monaco avec un stade aux trois quarts vide, quoi. Voilà, la Ligue des Champions, on sait ce que c'est des ambiances extraordinaires. Avoir Paris, Marseille et Lens se qualifier pour la Ligue des Champions, notamment deux des plus chaudes ambiances de France, ça serait quand même extraordinaire d'un point de vue de l'ambiance et des affiches du spectacle qui aurait lieu la saison prochaine, quoi. Donc toi, tu veux entendre Pierre Bachelet en fait en Ligue des Champions? Bien sûr, je suis très fan de Pierre Bachelet. Évidemment. Surtout Marionnetti. Mais elle passe pas à Bollard. Ou les bronzés font du ski, mais ça passe pas non plus à Bollard. Non, c'est au nord, il y avait les corons, c'est le champ de Lens, quoi. On va entendre ça à Ligue des Champions. Tout à fait. Donc ouais, moi je parie aussi sur un classement Paris, Marseille, Monaco, qui serait pas une mauvaise chose pour la Ligue 1, puisque c'est les trois clubs qui ont le plus de moyens, donc on pourrait espérer avoir des équipes qui rivalisent un petit peu en Ligue des Champions. Et malheureusement, Lens, c'était déjà le cas l'an dernier, qui rate sur le fil la qualification, parce que je vous rappelle que l'an dernier, ils se sont fait doubler par Monaco sur la fin pour la troisième place déjà. Donc merci beaucoup effectivement pour ce débat sur les places qualificatives en Ligue des Champions, et ça fait la transition vers notre deuxième thème, puisqu'on va ouvrir maintenant notre longue page Ligue des Champions, puisque cette semaine s'ouvrent les huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions avec deux matchs qui nous intéressent plus particulièrement, nous les Franco-Portugais. Tout d'abord, on va dire, c'est le déplacement du Paris Saint-Germain à Munich, où les Parisiens vont se déplacer pour essayer d'inverser la tendance du match aller. Je rappelle qu'ils s'étaient inclinés 1-0 au Parc des Princes, mais voilà, on a retrouvé un autre Paris Saint-Germain avec le retour de leur franchise player Kylian Mbappé. Et ces dernières semaines, les Parisiens semblent un petit peu marcher sur l'eau, entre guillemets. Donc ma question est simple. Voyez-vous les Parisiens s'imposer à Munich et se qualifier? Giancarlo, je te laisse la parole en premier. Ouais, alors la façon dont est formulée la question, je ne vais pas dire qu'elle me surprend, mais finalement, je ne sais pas s'il y a vraiment une tendance, parce que ce qui laisse cette impression, c'était le contenu du match aller finalement, où il y a eu un contenu quand même un peu insipide jusqu'à l'entrée de Kylian Mbappé, et on s'est vraiment posé la question si il pouvait renverser ça. Mais finalement, il n'y a que 1-0. Le but à l'extérieur ne compte plus double. Donc finalement, la tendance n'est pas si marquée que ça non plus pour aller chercher une qualification. Donc, moi, je pense que ça va être très ouvert parce qu'on a deux équipes, comme tu viens de le dire, pour Paris. Alors, je ne sais pas s'ils marchent sur l'eau, mais en tout cas, ils ont marché sur l'OM, ça c'est sûr. Et, le Bayern aussi qui sort d'une victoire probante contre un concurrent direct qui a tapé l'Union Berlin 3-0, comme l'a fait Même Paris. score. Voilà, donc je pense que ça va être assez ouvert. Les effectifs sont quasiment complets, bon, à part Neymar qui va sûrement être indisponible. Après, côté Bayern, je ne pense pas qu'il y ait de gros absents notables. On annonce le retour de Sadio Mané même. Voilà. Ouais, donc oui, c'est vrai que ça fait un plus. Après, moi, je m'interroge toujours sur l'équipe du Bayern, où le meilleur buteur est Choupo-Moting, quand même. Je trouve ça extraordinaire, quand même. Ce mec-là, il est à 16 buts, là, juste devant Sadio Mané. Bon, en tout cas, moi, je pense qu'effectivement, le PSG peut largement renverser la tendance là-bas, comme tu le formules dans ta question.
Bah, parce qu'ils sont ils sont dans une bonne phase, une bonne dynamique, et finalement, il y a pas vraiment de retard à rattraper, quoi. Et je pense pas que Bayern, de toute façon, ils vont pas jouer bloc bas, attendre, et puis défendre leur but d'avance, hein. Donc ça va être très ouvert, et oui, je pense ils peuvent le faire. Dany? Écoute, moi je suis très embêté pour répondre à ta question parce que bon, moi je suis parisien, donc mon souhait et mon vœu serait que Paris passe, mais il y a une stat qui m'inquiète un peu. Enfin, il y en a deux qui m'inquiètent. Une principalement, c'est sur la force du Bayern à domicile. Et j'ai regardé une stat qui est quand même assez impressionnante, c'est qu'à domicile, le Bayern, depuis le début de l'année, encaisse très très peu de buts. Euh, et le Borussia, par exemple, on est une très très bonne équipe cette année dans le championnat. Euh, je ne sais pas si on peut la comparer au PSG en tout cas, mais euh, dans l'absolu, ils encaissent très peu de buts. Et j'ai regardé une stat intéressante, c'est qu'ils n'ont que 2 matchs dans toute l'année où ils ont encaissé plus de 2 buts. Et le PSG a besoin de marquer 2 buts. Donc, ça veut dire que, alors les statistiques, c'est sûr, c'est pas une science exacte. Ceci dit, vu le contexte, vu le Bayern, la force du Bayern actuellement euh, et leur défense quand même qui reste quand même assez impressionnante, et je suis d'accord sur l'attaque, mais là où le PSG va avoir besoin de marquer 2 buts, il va le passer de toute façon, c'est 2 buts minimum. Et Non, si on a un non, gros... tu gagnes un zéro, Tu vas au péno. donc tir au but, Oui, tu derrière, passes. tu es obligé de... Ouais, ouais, ok. Sur les pénaux, ok. Mais à Moi, domicile, c'est pas le meilleur je système. suis italien, moi, Daniel, tu sais. Ouais, j'ai cru comprendre Milan. Ben, Ah, je mais dois Je bon, dire pense que que ça si va. on a une séance de péno, ça risque d'être assez spectaculaire parce qu'on aura face à face sans doute les deux meilleurs gardiens sur les séances de péno. C'est-à-dire Sommer du Ouais. côté du Bayern et Donnarumma du côté du Paris Saint-Germain. Si on arrive au ouais. péno, ça Ouais, risque d'être assez fantastique à vivre. ça reste, ouais, à la différence quand même que le Bayern va jouer à la maison. Ouais, Et, et ça peut être un paramètre important pour les joueurs. Mais pour revenir à ce que je disais, c'est que je pense que le PSG, la clé, à mon avis, pour qu'il puisse renverser la situation, ça va se passer au niveau de l'attaque et de la dynamique de l'attaque. Et si vraiment on a un PSG rigoureux, comme ils l'ont été face à Marseille, alors Marseille, c'est sûr, c'est pas le Bayern de Munich, mais en tout cas, ce qui a été intéressant dans le match du PSG contre Marseille, c'est qu'ils ont été très rigoureux au niveau de l'attaque, ils ont été très efficaces. Le binôme Messi, Mbappé, ça a très très bien fonctionné. Si ils réussissent à imposer cette rigueur, je pense qu'ils peuvent avoir leur carte à jouer. Ouais, je suis Mais d'accord avec toi sur la rigueur. Excuse-moi, vas-y. ça reste quand même compliqué. Mais je pense que ça va plus se jouer sur la solidité au milieu du terrain, parce que c'est ce que tu as dit sur le match contre Marseille qui m'a fait penser à ça, parce que le match de Marseille, ils le gagnent, je pense, vraiment au milieu, où ils ont réussi à éteindre le Ouais, milieu tu de as raison. terrain de Marseille, qui est très travailleur, enfin, qui se projette beaucoup, qui arrive facilement à se retourner rapidement. Et t'as Avec Vitinha. Vitinha qui fait un énorme Ouais, match, effectivement. Ouais. 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 Et si, parce que là, tu as des clients aussi au milieu du terrain, côté Bayern, c'est Kimmich, Goretzka et dis-moi le troisième, je ne sais plus qui c'est qui joue. ça Ok, dépend enfin dans quelle bon, tu as eu. configuration il joue, mais t'as Kimmich et Goretzka, ouais. Mais je suis d'accord avec vous, mais moi, en fait, ce qui m'impressionne ces dernières semaines au Paris Saint-Germain, c'est leur côté gauche. On voit Nuno Mendes qui a retrouvé du peps et de la vitesse et qui combine vachement bien avec Kylian Mbappé. Et c'est une zone du terrain où le Bayern semble un peu plus faible. C'est-à-dire que Mazraoui, qui normalement joue à droite, est blessé. Il n'a pas rejoué depuis la Coupe du Monde. Pavard, qui joue axe droit, on est tous d'accord pour dire que c'est pas l'assurance tout risque. Hein. C'est pas Barracuda hein, dans la série du même nom, presque. Donc, on sent qu'il y a quand même, là où il y a le point fort du PSG, c'est là où il semble y avoir le plus de faiblesse dans la défense du Bayern. Après, le reste, d'accord avec vous, c'est solide. Upamecano, il ne va pas se faire enrhumer comme un enfant sur les appels de balles, comme s'est fait enrhumer Eric Bailly au Vélodrome. J'y crois pas. Tavares, le latéral marseillais, il a vécu aussi un sale quart d'heure. Je ne pense pas qu'on soit dans le même amateurisme sur les appels de balles et sur la prise de profondeur. Maintenant, Je mets, ouais, vas-y, Dani.
Non, non, je mettrais un bémol. Je suis d'accord avec toi, mais de l'autre côté, au niveau du PSG, c'est pas non plus l'assurance en ce moment. Touriste, comme tu disais, ils prennent 2 buts contre Nantes, et je te rappelle qu'ils prennent 3 buts contre Lille. Ils gagnent 4-3 contre Lille. Donc, Non, mais je c'est sais le vrai pas. souci. Moi, C'est le vrai souci, c'est qu'ils doivent marquer 2 buts s'ils n'en prennent pas. En tout cas, ils doivent gagner par et deux ouais, buts. voilà. Donc, à partir du moment où Et, ils prennent un but, il faut quasiment qu'ils mettent 3 buts, Non, mais je pense qu'ils vont en un prendre un de but. but. Ils vont pas en et prendre. ouais, Ils vont en prendre un. Ils vont Ouais, en ils vont en prendre un prendre de un. but. Donc, il faut qu'ils en marquent 3. ouais, Donc, c'est un peu. ouais, Moi, ce qui m'inquiète, je pense que la plus mauvaise nouvelle pour eux, parce que c'était quelque chose qui les avait stabilisés, on sent qu'ils sont plus à l'aise quand ils jouent à 3 derrière. Le ouais. fait de jouer à 3 derrière, c'était soumis aussi au fait d'avoir Kipembe pour avoir un gaucher axe gauche, un droitier axe droit. Là, il risque de jouer avec Danilo. Bon, il est un peu plus lent que Kipembe et même s'il va au duel, on sait que Kipembe c'est quand même une bête de duel. Donc justement sur cet axe gauche où vous avez Mbappé et Nuno Mendes qui prennent le couloir de manière incessante, tout ça, il faut qu'il y ait quelqu'un côté gauche qui ait de la vitesse pour couvrir. Ça va être un peu plus dur avec Danilo sans doute. Donc ça va être à la fois une force, le côté gauche, et si c'est mal maîtrisé, à la fois une faiblesse, c'est-à-dire que le Bayern va plonger à droite sans arrêt. Il faut voir qui joue à droite chez eux. Normalement, c'est Kingsley Coman. En général, il aime bien jouer contre Paris, quoi. Ouais, mais du coup, tu ne penses pas que Nagelsmann va adapter son dispositif pour compenser son déficit un peu côté droit, là, parce que il a les joueurs aussi pour basculer sur une défense à 3 aussi, hein, pour Bah, mettre, on va dire, un peu il a plus de joué coups avec une d'avance. défense à 3 à l'aller. Donc, je pense que ouais, il peut changer son dispo pour compenser ça, hein. Il a joué avec une défense à 3 à l'aller. Et c'est ce que tu dis. Et quand Mbappé est rentré, ils ont pris l'eau. La défense à 3 a pris l'eau. Notamment Pavard qui se fait expulser. Donc, Ouais. on ne pourra pas. D'ailleurs, je dis une bêtise. Pavard va pas jouer le match retour. Donc, ça sera peut-être moins compliqué pour eux de ce côté-là, mais qui pour remplacer Pavard? C'est pareil, ils ont pas, voilà, ils vont jouer a priori Pourquoi? avec Mécano de Ligt, et après, qui comme troisième central, je sais pas. Là, la vraie nouveauté pour Davis. Nagelsmann, ça serait de passer à 4 derrière, Ouais. de jouer en 4-2-3-1 pour Après, essayer je pense qu'il d'avoir va le y fond avoir des nombre au buts. milieu. Je pense qu'on va avoir des buts. Justement, compte tenu de tout ce qu'on vient de dire, en fait, ces deux équipes-là sont plus équilibrées devant et au milieu que derrière. Donc, ça va planter. Ça va être une course-poursuite Ben, Ouais, ouais, moi, je suis de d'accord avec buts toi. Je pense que c'est un match qui va hyper offrir des ouvert. buts. Euh, ouais. je pense aussi qu'il va y Et avoir là, beaucoup de buts. Ouais. et là, on va se faire un vieux 0-0 des familles à Ça paraît difficile quand l'italienne. même. Ah, s'il y a 0-0 des familles, c'est qu'il y a un gros match des gardiens, je pense, hein. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ouais, Sinon, ça paraît ouais. compliqué quand même. Et dernier point, je pense, dont on peut discuter quand même sur Paris, c'est quelque chose qui revient souvent là ces dernières semaines. Est-ce que vous trouvez, comme certains observateurs, je sais que ça en a l'air d'autres, que Paris joue mieux depuis que Neymar est blessé? Est-ce que la meilleure nouvelle pour la fin de saison parisienne, c'est pas la disponibilité de Neymar jusqu'à la fin de saison? On a l'impression qu'il y a plus de liens dans le jeu, qu'il y a moins, voilà, qu'il y a moins cet arrêt du jeu vers l'avant quand Neymar touche la balle et commence à tripoter, et que c'est beaucoup plus rectiligne. Faut vraiment, ça m'énerve ce genre de. Ça m'énerve parce que, enfin, voilà, c'est des procès, c'est des sortes de procès médiatiques où tu trouves que d'un seul coup, parce que le mec sort, puis parce qu'on a plus trop, parce il y en a beaucoup qui ont plus trop envie de le voir, je pense. Donc tu arrives à décréter que finalement, parce qu'il n'est pas là, ça joue mieux. Mais enfin, au début de la saison, il faut quand même se rappeler que enfin, Allez, s'il y a pas de Neymar, enfin, c'est lui qui les tracte, hein. Donc moi je veux bien il est peut-être un peu en méforme, il est peut-être un peu en dessous en ce moment, mais comme beaucoup de joueurs peuvent le connaître, mais de là à dire que c'est une chance pour Paris. Enfin, j'arrive pas à comprendre qu'un joueur de cette qualité-là, ça puisse être une chance qu'il soit pas là dans un effectif, quoi. bah, Après, en fait, ben, ouais, des fois il joue, des fois il joue pas, mais dire c'est bien qu'il soit indisponible, parce qu'en fait, ça enlève une épine du pied de Galtier parce qu'il sait pas comment faire pour ne pas les faire jouer les trois quand ils sont disponibles. En fait, c'est ça la vraie question. bah, c'est ça la vraie Parce question. que, ouais, mais bon, du coup, il faut la poser comme ça.
En fait, est-ce que les trois peuvent vraiment jouer ensemble? Parce qu'on se rend compte, tu parles du début de saison de Neymar. Quand Neymar fait un début de saison étincelant, Mbappé est blessé ou suspendu. Et donc, Neymar et Messi marchent sur l'eau. Quand ils jouent les trois ensemble, on a l'impression que c'est un peu plus difficile. Et maintenant qu'ils sont effectivement que Messi et Mbappé, on voit qu'il y a plus de connexion entre Messi et Mbappé, alors que Messi, il a tendance à plus facilement chercher Neymar parce qu'ils ont des automatismes. Et voilà, on a l'impression qu'effectivement, c'est difficile de les faire jouer les trois ensemble. Dani? Là, moi, je suis d'accord. J'écoutais avec attention. Je suis d'accord avec Giancarlo. Je crois que la vraie question, c'est ça. C'est est-ce que ces trois-là, ils peuvent vraiment jouer ensemble? Et en fait, moi, j'ai pas souvenir d'un gros match où les trois ont joué ensemble. Ça m'a pas marqué. J'ai pas comme ça en mémoire de grands matchs où le PSG a vraiment a rayonné avec les trois. Par contre, il y a eu des grands matchs où tu as eu le binôme Neymar-Messi ou Neymar-Mbappé ou Messi-Mbappé. Il y a plusieurs exemples. Donc, sans faire de procès d'intention, et c'est pas le but, bien évidemment, parce que ces trois joueurs sont vraiment exceptionnels. Maintenant, ça reste quand même trois égaux surdimensionné. Moi, je l'ai dit la fois dernière et je le maintiens. Je pense que ces trois-là, ensemble, sur le terrain et dans le vestiaire, c'est un problème pour Galtier. Et donc, du coup, ça déséquilibre un petit peu l'effectif. Et je pense que il va falloir faire des choix dans cette équipe. Et heureusement ou malheureusement pour le PSG, c'est arrivé dernièrement. Et force est de constater que les trois derniers matchs que le PSG joue avec le binôme Messi-Mbappé, bah, ça se passe plutôt bien. Mais au-delà même du binôme, Giancarlo tout à l'heure a fait référence au match du milieu de terrain contre Marseille. Le fait d'en avoir un de moins devant permet d'intégrer un milieu de terrain supplémentaire. C'est-à-dire que tout le début de saison, quand ils jouaient les trois ensemble devant, en fait, le PSG jouait en 3-4-3. Là, le fait d'en avoir un blessé, en l'occurrence là, Neymar, Bah, bien sûr. je crois que c'était Mbappé, on a l'intégration Mais d'un milieu de terrain et donc on joue en 3-5-2 plutôt que 3-4-3. Et on sent qu'au milieu de terrain, effectivement, comme l'a dit tout à l'heure Giancarlo, le PSG a plus l'emprise sur le milieu, justement. Mais moi, ce que je trouve surréaliste, c'est que personne mais n'arrive à se forcément. dire, personne n'arrive à se dire que, en fait, sur les trois, il peut y avoir de la rotation et que Tout à le fait. coach peut être en capacité de mettre en place une équipe hyper compétitive avec les trois qui sont disponibles en faisant jouer que deux. Parce que ça garde ça permet de donner un équilibre complet à l'équipe en rajoutant un milieu de terrain. Et en fait, finalement, tout le monde se dit, bah non, parce que c'est Neymar, Messi et Mbappé, il faut forcément qu'ils jouent les trois quand ils sont disponibles. C'est ce qui se Ouais, c'est passe, ça qui m'agace un peu. passe dans les faits. Oui, Et, oui. et, Ouais, ouais. et pour rejoindre ce que tu disais, Mehdi, et ce que disait Giancarlo, c'est que pourquoi est-ce que le PSG est plus fort au milieu de terrain quand il joue en binôme et non pas avec les trois? La réponse, elle est simple, c'est aussi au niveau de la récupération du ballon. C'est que tu as un joueur de plus au milieu de terrain qui travaille dans la récupération du C'est ballon. ça. Et quand tu as les trois qui jouent devant, tu observes clairement que personne ne remonte. On a même vu, lorsqu'on a eu le dernier, donc Paris Saint-Germain-Marseille, enfin Marseille-Paris Saint-Germain, pardon, euh, où là, clairement, Mbappé revenait même pour défendre. Quelque chose qu'on voit rarement. Donc forcément, il y a un déclic, il y a une dynamique qui est complètement différente. Et, euh, et en tout cas, pour le PSG, c'est beaucoup plus positif. Alors, très très vite, il nous reste une minute sur ce thème. Je vous laisse faire votre prono. Donc Bayern PSG, c'est moi qui démarre en fanfare 2-4. Les qualifications de Paris. Giancarlo. 3-4 prolongation. Et au tir au but, donc. Mm. Et qui gagne au tir au but? Le Bayern. Daniel? Moi, ça me fend le cœur, mais je pense que ça va faire un 3-2. Euh, Ça te fend le cœur. Tu parles comme un Marseillais, quoi, en fait. et je pense que ça va pencher sur le Bayern. Je prends note. Ouais, Je prends note. On en reparlera tout à l'heure. 3-2 N'oubliez pour le pas que Bayern. pour l'instant, je suis en tête je suis en tête des pronostics. Ah, ça y est, il va nous parler de Lukaku, quoi. Bah Putain. ouais, attends. Madame Soleil, un visionnaire. D'ailleurs, est-ce que la voyante vient ce soir? Non. Non, on l'a pas invité. On l'invitera Ah bon, pour un autre prochaine fois, on numéro. invite la voyante, hein. On l'invitera, c'est promis.
Ok, mais merci les amis pour cette analyse. On verra à la fin, c'est à la fin du bal hein, quand on paye les musiciens, donc on verra qui se qualifiera entre le Bayern et le Paris Saint-Germain. J'ai sorti toutes mes plus belles expressions hein, pour l'émission de Giancarlo. J'ai vu que tu avais tout mis là. Ah là là, j'ai tout vu sur cette expression. Hein. Vous savez par ailleurs que je peux être chanteur hein, à mes heures perdues. Donc voilà, et je vous propose sans plus tarder de passer à notre troisième thème aussi sur la Ligue des Champions, puisque quelques minutes hein, après cette émission, après la diffusion de cette émission, vous pourrez suivre sur vos antennes préférées. Hein, je ne sais sur quelle chaîne vous voulez regarder le match, mais vous pourrez suivre Benfica qui accueille le FC Bruges. Donc Benfica, fort de sa victoire à l'aller 2-0, peut envisager sereinement une qualification pour les quarts de finale. Vous le savez, chaque année en Ligue des Champions, il y a une équipe qu'on n'attend pas forcément qui va loin. Il y a 3 ans, c'était l'Ajax. Voilà, par exemple, qui était arrivé jusqu'en demi-finale, ou même Tottenham, hein, qui arrive en finale. On ne les attendait pas forcément cette année-là. Donc, est-ce que L'année c'est. dernière, c'était le Real. Ouais, l'an dernier, c'était Real, exactement. Ça ne pas trop. C'était une grande surprise. Il y a quelques années, on avait eu Villarreal, hein, qui est arrivé jusqu'en demi-finale. Enfin, bref, on a toujours une Ouais. équipe qu'on n'attend pas forcément et qui se retrouve en demi-finale, voire même en finale. Donc, est-ce que cette année, ça peut être le Benfica qui est le poil à gratter de la Ligue des Champions, ou est-ce que vous voyez une autre équipe qui peut créer la surprise? Dany, le plus portugais d'entre nous. Écoute, le Benfica cette année, c'est quand même assez impressionnant. Euh, Tant en championnat qu'en Ligue des Champions, parce que souvent, en fait, en tout cas au Portugal, euh, les équipes de top, donc c'est Porto, Benfica, on ne va même pas parler de Sporting parce que ils sont un petit peu en difficulté en ce moment, mais Porto et Benfica en général, quand ils font des bonnes campagnes en championnat, en Ligue des Champions, ça ne se passe pas très bien, ou inversement. Et cette année, Benfica fait une très très belle campagne au niveau du championnat. Ils sont leaders avec, 8. ils ont, je sais pas, 8. 8 points d'avance ou ouais, c'est ça, 8 ou Ouais. 8 points d'avance. Donc ils sont largement confortables. Et je crois qu'il y a personne n'a aucun doute qu'ils vont vraiment être champions cette année. Du coup, ça leur laisse non seulement un confort au niveau du championnat et au niveau de la Ligue des Champions, ils peuvent faire une gestion un peu plus fine au niveau de l'effectif, en sachant qu'en plus, ils ont un effectif quand même assez bon. Ils ont un banc, ce qui n'était pas le cas l'an dernier, il y a 2 ans. Et ils ont quand même fait de belles prestations en Ligue des Champions pendant la phase de groupe, notamment les 2 matchs nuls contre le PSG, où le PSG était au complet. Donc, pourquoi pas cette équipe du Benfica, en tout cas, en tout cas, elle a le potentiel pour créer la surprise. Giancarlo, tu veux la parole de suite? Je connais ta passion pour le championnat portugais. On Moi, connaît ta j'attends, passion pour le moi, Benfica. j'attends toujours avec impatience cette question sur le championnat portugais. Parce que moi, jusqu'où peut aller Benfica en Ligue des Champions, j'ai fait répondre spontanément. Mais en fait, on s'en fout. Mais non, 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 je plaisante. On s'en fout, on s'en fout. On s'en fout. On s'en En fait, fout. on s'en Ouais. fout complètement. Non, le, 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 le Benfica, moi, je pense que j'y pensais avant que tu fasses ton lancement, où tu m'as un petit peu pété mon développement. C'est que, effectivement, je pense que ça peut être l'équipe qu'on a tous les 2 3 ans, qui fait au moins une demi-finale, mais parce qu'ils jouent un jeu généreux, ils te tapent un ou deux gros. En huitième ou en quart, ils font une bonne phase de poule aussi. Et puis Benfica, ils remplissent toutes ces conditions-là. Et comme je le disais, donc voilà, cette génération-là, je pense qu'elle peut gagner quelque chose, surtout si en plus elle a un tirage favorable en quart. Alors après, les tirages favorables en quart de Ligue des Champions, il n'y en a plus beaucoup. Cela dit, celui qui va prendre le vainqueur de Tottenham-Milan, je pense qu'il ne va pas être trop déçu. Parce que, Tottenham-Milan, il va falloir se le fader, mais bon, c'est très largement à la hauteur de Benfica, à la portée de Benfica. Et après, tu te retrouves derrière en demi pour un match de gala, avec un super gros match chez toi. Euh, Moi, je pense que ouais, ça peut être une super bonne surprise pour cette Ligue des Champions cette année. Il y a tous les ingrédients qu'il faut. Alors, moi, je pense en effet, comme tu l'as dit, bon, tu as toujours cette équipe effectivement qui joue un jeu généreux, un jeu généreux, mais à un moment donné, ces équipes-là, elles ont tapé des gros. L'Ajax, ils ont tapé le Real, ils ont tapé la Juve, l'Atlético à l'époque aussi, ils avaient tapé des gros. Enfin voilà,
à un moment donné, il faut passer par l'épreuve de vérité. Le Benfica, ils n'ont pas eu encore trop à se confronter face à Paris, hein, finalement, mais ils ne se sont pas encore confrontés vraiment à un gros cadeau européen. Là, ils ont eu un tirage favorable sur Bruges. À Paris, oui, ils avaient la Ouais. Juve. Effectivement, tu as raison. Mais bon, la Juve de cette année, c'est pas. Quand on voit que même maintenant, tu fais match nul à Oh, la Juve. oh. Ouais, la Juve. Bon, après, si Ils ont on même remonte. perdu contre la Roma. Ah, bah, après, même si on remonte un peu, bon, c'était la saison dernière, mais la saison dernière, ils font déjà une campagne européenne Ils perdent en quart, ouais. Ils en perdent en phase, quart. Ils ont l'expérience ouais, de l'an dernier. Donc, c'est vrai que qui c'est. est, qui est, qui est plutôt bonne, quoi. Ils étrillent le Barça, je me rappelle, c'était en phase de poule, je crois. Ils leur marchent dessus en jouant super bien. Donc, ouais, ils ont encore cette dynamique de l'année dernière aussi. Et puis après, tu peux pas leur reprocher, effectivement, de ne pas avoir encore pris un gros, quoi. Non, non, Mais bien sûr. ça à leur portée. Un gros, ça à leur portée. Bah, c'est vrai qu'ils ont un effectif qui est. On a l'impression qu'il n'y a pas de trou dans l'effectif, hein. Ils ont une défense centrale qui est assez forte, notamment avec Antonio Silva, là, qui a été sélectionné de dernière minute à la Coupe du Monde, là, qui a 18 ans, qui est quand même très, très, très fort. Et ils Ouais. ont Grimaldo à gauche, voilà, qui est Très mûr. passé par le centre de formation du Barça, qui est Et un vrai latéral moderne. Voilà. en défense centrale, il y a Otamendi sur. Il y a Otamendi, effectivement, aussi, qui est champion du monde. Donc, ils ont quand même une sacrée assise. Au milieu de terrain, c'est pas mal. Puis devant, ils ont Gonzalo Ramos, Jean Mario. Enfin, on sent qu'il n'y a pas trop de trous dans cette équipe, qu'elle est vachement équilibrée et que du coup, effectivement, ça peut aller loin. Ça va dépendre effectivement du tirage au sort. Après, sur l'équipe surprise, j'ai envie de dire qu'ils seront en concurrence avec le vainqueur de Chelsea-Dortmund, qui, à mon avis, sera pas loin d'être aussi un poil à gratter parce que vous aurez Chelsea qui est jamais plus dangereux en Coupe d'Europe que quand ils ont rien à jouer en championnat. Hein, toutes leurs grosses performances en Ligue des Champions, à chaque fois qu'ils sont arrivés en finale, quasiment, c'est quand en championnat, ils étaient à la ramasse. Voilà, ils vont avoir plus que ça à jouer, donc à mon avis, ils vont pas être faciles à prendre. Et Dortmund fait quand même un championnat d'Allemagne assez fantastique et avec une équipe qui a perdu Haaland, on a l'impression qu'ils ont gagné une autre forme d'équilibre, une autre forme dans le jeu de projection. Donc, je pense que ça va se jouer entre ces trois équipes sur l'équipe poil à gratter de la Ligue des Champions. Bon, Benfica devrait passer effectivement contre Bruges. Après, voilà, tout dépend aussi du tirage au sort. C'est sûr que si tu prends City derrière ou le Real, t'es moins bien. Mais bon, si tu prends le vainqueur de Tottenham, Milan ou de Chelsea Dortmund, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux pour aller jusqu'en demi. Daniel, hein? Daniel, on t'écoute, hein? Non, ben moi je pense ouais, effectivement que Benfica peut créer la surprise, hein. Ils ont tous les Bon, alors ingrédients pour. Benfica a quand même une chacun. caractéristique assez intéressante, c'est ces 2 dernières années, ils te sortent des petits jeunes comme ça, du centre de formation. Et là, il y en a un, notamment, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais qui joue devant, numéro 7, il s'appelle comment Neres, David Neres, David Neres, ouais. Ah, mais Neres, il sort qui pas est, du centre de euh, formation. qui est donc à droite. Ah non, Ouais, Neres, il sort pas du centre de formation. Il était à l'Ajax et au Shakhtar avant. eh oui. Mais il est très très fort, effectivement. je me trompe avec non, je me trompe avec un autre joueur. Alors. Ouais, mais qui joue au milieu. Excusez-moi. Non, non, c'est pas David Neres, excuse-moi. C'était, ouais, qui joue au milieu. Son nom m'échappe maintenant. Ils ont cette caractéristique, c'est qu'ils te sortent toujours deux, trois petits joueurs comme ça du centre de formation. Joao Félix à l'époque, qui maintenant joue à Chelsea, on est un exemple. Et c'est des jeunes qui sont performants en général en Europe. Ce qui est bien Donc sur oui, le ce qui est bien sur cette séquence, c'est que les Benfica camarades cette de année, ils classe de peuvent ton fils vraiment créer une vont te petite moquer, surprise. quoi. Bon, maintenant, tout le monde se mouille. Jusqu'où le Benfica va Ah cette bah année? là, je vais y avoir droit, ouais. Tout le monde se mouille. Jusqu'où va le Benfica? Euh, allez, bon, la Bruges, ils vont passer. Moi, je dis maxi pour Benfica, c'est les demi. Je pense que je les vois passer plus loin que les demi, en ce qui me concerne. Plus loin que les demi. Pas plus loin, il a dit. Pas plus Ah, loin que les demi. Non, pour moi, c'est pas plus loin que les demi. moi, En je les vois, fonction du tirage, bien évidemment, mais moi, je les vois passer je les vois passer les quarts de finale, arriver en demi, effectivement. Parce que finalement, il y a pas beaucoup d'équipes plus fortes que Benfica sur le tableau de ce qui reste, hein. En fait, pour moi,
Il y a sans doute City plus fort, il y a Naples et il y a le Real. Après, je vois pas trop d'équipes supérieures au Benfica. Le Paris, ils n'ont pas montré qu'ils étaient supérieurs au Benfica. Milan AC ou Tottenham, je les vois pas supérieurs. Et Ah, Dortmund ou Chelsea, je les vois pas supérieurs. Sur le papier, ils sont supérieurs, pas sur la dynamique. Voilà. Je pense que Benfica, ils n'ont pas un effectif aujourd'hui à rougir par rapport à ces équipes-là. Enfin, franchement, l'effectif de Chelsea, il a été construit à grands coups de billets, mais c'est beaucoup de jeunes qui sont pas encore forcément amalgamés. T'as pas l'impression qu'il y ait vraiment un groupe. Je dis pas que c'est faible, hein. C'est des joueurs à gros potentiel. Mais ils ont fait des prospects à 120, 130, 140 millions d'euros à chaque fois. C'est quand même, c'est quand même pas mal. Ouais. On a Bon, l'impression et donc, ouais, mais moi je les vois, s'ils tombent pas sur le Real ou sur City au tour suivant, ou sur Naples, je les vois aller en demi, ouais. non, mais vous faites suer avec les conditions. Vas-y, ils vont jusqu'où? Moi, je pense qu'ils vont en demi. Ah, pas en demi, ils perdent. Mais je pense qu'ils demi, vont en demi. demi. Ok. Et toi? Bon, moi, je pense qu'ils vont gagner avec des champions. Ils vont gagner avec des champions, moi, je pense. Ah, D'accord. Ah, carrément. non, mais il faut faire plaisir aux auditeurs et les Non, mais alors, supporters du Benfica, non, mais merde. alors, autant Axel, alors, pardon, autant Dany va avoir un problème avec les camarades de classe d'Axel, parce qu'il aura raconté n'importe quoi sur Benfica, autant toi, quand l'émission va passer dans ta belle famille à Porto, ça va être compliqué, mon gars. On va voir ce qu'on va censurer. Non, les gens auront Ah, ça compris va, que y a je pas pour... supporte pas ils y sont Benfica, en fait. pas. Porto, ils y sont pas avec les champions. Qu'est-ce que tu Ah, veux que si, je te ils y dise? sont. Qu'est-ce que vous racontez, tout ça? Bah si, ils y sont. Bah si, ils y Ils sont sont. perdus. Contre l'Inter de Milan. Ouais, Oh, mais non, ils ont mais c'est juste perdu cuit. à Enfin, 0. ils passeront pas. On C'est en reparlera la compliqué, semaine mais prochaine. ça sera pour la semaine prochaine. Bon, donc on a pris les paris, hein. Je note, et c'est pareil, je parlais de Giancarlo risque de rejoindre, si Benfica gagne la Ligue des Champions et qu'il le prédit avant, il risque de rejoindre la longue liste des chroniqueurs de cette émission qui sont célibataires. Donc, je souhaite avoir raison. Je souhaite avoir raison pour le bien de En tout cas, moi, on aura compris que je supporte pas le Benfica, hein. Non, on a compris Ah, que tu mais ne moi non comprenais rien au plus. Benfica. Oui, d'accord. Moi Ouais, non c'est plus, ça. Je pense qu'on l'a bien compris, hein. moi non plus, les gars. Mais j'essaye d'avoir des analyses objectives, moi. Voilà. Bon, alors je vous propose, sans transition aucune, de passer à notre page pronostic et pour cela de venir directement sur l'autre club de Lisbonne engagé cette semaine en Coupe d'Europe puisqu'on a un alléchant Sporting Lisbonne Arsenal en huitième ce jeudi, hein. Ouh Euh, lolo, lolo. donc Ouh, Lulu. là Ah, ça va jouer du ah, lourd. ça va envoyer, là. Ouais, ça Euh, va envoyer, là. donc ça nous permet de parler aussi d'Arsenal qui revient cette année sur le devant de la scène, qui fait une superbe championnat. Donc, qui vous voyez l'emporter sur ce match aller entre le Sporting et Arsenal? Voilà. Peut-être que le Sporting peut créer la surprise si Arsenal joue pas le coup à fond pour se concentrer sur la première ligue. Par qui on commence? Giancarlo. Ouais, c'est qui? C'est le Sporting Riron? Non. Ah, il faut me préciser, moi, sinon je sais pas. Et je t'ai précisé le Sporting Lisbonne. C'est le match aller, là, c'est ça? Le match aller, ça se joue à Alvalade. Match aller à Lisbonne. Ouais, Ouais. le balade. Ouais, d'ailleurs, Euh, on espère que la French Radio nous paye des places pour y aller en envoyé spéciaux avec ça. Zeli. Ah ouais. Ah ouais, ah Ouais, ouais, moi, ouais. Moi, ouais, c'est bien, vous avez raison, moi j'irai à Londres, hein. Ah, exactement. Non, Dani ira aussi à Londres parce qu'il sera à Londres la semaine prochaine. Non, j'irai, moi. J'irai aussi à Londres. Ouais, j'y suis, hein. Il fait le Non, match parce que aller au là, retour. non, je pense qu'Arsenal va gagner. Enfin, Arsenal, c'est quand même hyper costaud, hein. Moi, je pense que. Bon, allez, à Alvalade, non, ils gagneront le retour. Alvalade, un partout. Dani, Non, moi, je pense que ça va pas bien se passer pour Sporting. Je pense qu'Arsenal va, va, va faire mal, à mon avis, à Valence. J'ai l'impression que ce match-là, ça va être le match De trop. où c'est effectivement le score. Non, ouais. Où c'est le match où, comme Giancarlo, ça se finit, ou alors c'est la valise. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va y avoir des luttes, mais pour Arsenal. Donc, allez, je parie sur un 3-0 pour Arsenal. ouais, bah moi je suis un peu sur la tendance de Dani. On sait que le Sporting, quand arrive à un certain niveau en Coupe d'Europe, ça devient compliqué. On se rappelle Ouais. d'un huitième ou d'un quart de finale contre le Bayern où ils en avaient pris 7 et 5.
je crois, il y a 2 ans, Ouais, ouais, il y a 2 ans, ils avaient joué City, ils en avaient pris 6 et 5 de nouveau. Voilà, je crains que ce soit la même chose. Donc, moi, ouais, je ouais. dirais carrément 4-0 pour Arsenal à Alvalade. Ça peut faire Le mal. plafond de verre, quoi. Ouais, 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 c'est dès que ça arrive sur des très très gros, là, Ouais, c'est des calls de haute catégorie. Ils partent dans le groupe Eto, là, dans ce genre de choses. ça peut péter. Donc là, je les vois pas du tout. Donc, Ça fait, Non, et puis ça fait Sporting, dans le carré, quoi. et puis Ouais. Sporting cette année, clairement, c'est la crise, hein. Voilà, ils ont pas le, ouais, mais en ils même ont temps, il leur reste que ça à pas jouer, quoi. l'effectif, ils ont pas la mentalité. Enfin, il y a. Ouais, c'est Écoute, vrai, c'est vrai. ils vont pas Mais finir contre derrière, Arsenal. ils vont pas finir derrière Casapi, hein, quand même. Ils sont pas loin, hein. Ils sont pas loin, mais s'il leur reste. En gros, leur seule chance quasiment là, Ils au sont pas Sporting loin, ouais. pour la Ligue des Champions l'an prochain, c'est de gagner la Ligue Europa. Donc, c'est pas gagner-gagner, mais on est à l'abri de rien, hein. Si Benfica gagne la Ligue des Ouais, Champions, peut-être que le Sporting peut gagner la ouais, Ligue ouais. Europa. Mais voilà, là, j'ai du mal à croire. Faudrait vraiment qu'Arsenal fasse jouer la troisième équipe et se réserve pour la première ligue pour que ça passe. Mais j'ai Ouais. du mal à y croire. Même avec l'équipe B, ça reste Bon, super dur. vas-y, c'est quoi ton Là, pronostic, du coup, c'est. Mehdi? T'as pas Ah, donné. moi, j'ai dit 4-0 Arsenal, hein. Ça serait. 4-0 Arsenal. Ah Ça ouais, serait du miracle. carrément. Ouais, ok. Ok. Putain, vous y connaissez Donc vraiment rien voilà. en championnat portugais. Ah ouais, on y croit à mort, hein. Non, mais c'est vraiment par rapport. Le Ah, Sporting, ça peut être. nous, les clubs de Lisbonne, on ne connaît pas trop, nous. Non, mais le Sporting, quand ils ont été champions il y a 2 ans, c'était vraiment une équipe belle à avoir joué. Là, effectivement, comme l'a dit Dani, c'est la crise. Et puis surtout, vraiment, historiquement, quand ils arrivent sur les gros, ils se trouvent systématiquement, quoi. Ça tourne Enfin, voilà, vraiment, ces dernières années, ça a tourné au grand ridicule, quoi. Puis ils ont été capables de perdre contre Marseille 2 fois cette année, donc bon, voilà, quoi. C'est les deux seules victoires. Les deux seules victoires de Marseille en Ligue des Champions cette année, c'est contre le Sporting, c'est dire, quoi. Donc voilà, bon écoutez, on prend note de tout ça. On va passer à un match qui intéresse beaucoup plus Giancarlo, donc le Tottenham Milan AC. Ah là Du là là coup, là là du là coup, c'est là toi qui as la là parole en là. premier. Oh là là. Ah, Bon, là, c'est. bon, on a un but d'avance. Euh, Moi, je pense que là, sur des matchs comme ça, il faut revenir aux fondamentaux. Bloc bas, découpage dans tous les sens. Préserver ce but à tout prix. Non, je pense que non, ça va être très très serré. Je pense qu'on va faire un match nul, 0-0 ou un partout. 0-0 un partout et que le Milan va passer dans la douleur, dans une très très grande douleur. On a Euh, récupéré Mike Maignan, c'est ce qui me rend un peu confiant. On a ouais, récupéré Mike Maignan depuis la semaine dernière. Bon, il n'est pas encore complètement, il est pas complètement Est-ce que au Raphaël top, hein, Léao va mais jouer? et ça, je sais pas. Je sais pas si, je sais pas s'il joue. J'ai pas regardé. Et ça serait mieux qu'il joue quand même. Ce serait beaucoup moi, je, mieux Ouais. s'il jouait. moi, je pense que Milan va s'imposer 2-1 à Tottenham. Ah, tu m'as Parce, piqué mon prono. parce que, ouais, mais là, c'est moi qui parle en second, donc excuse-moi. Je vais pas parler du coup en dernier. Être obligé d'annoncer des 4-0, je sais pas quoi. Putain. Je pense que Milan va gagner 2-1 parce que Tottenham, même si c'est pas dans son ADN, il va être obligé un peu de se livrer. Et Milan, sur les côtés, ils ont des joueurs qui vont assez vite, notamment sur le côté gauche, hein. Il y a Hernandez et Leao qui jouent. Et ça peut être du S'il pain joue, hein. béni pour Giroud qui va revenir à Londres pour se faire voir et planter un ou deux buts. Donc moi, j'annonce un but de Giroud déjà, hein, comme j'ai annoncé un but de Lukaku il y a quelques semaines. Ouais, ça y est. Et donc, ouais, je vois Milan s'imposer, passer au tour suivant. Et puis Milan, voilà, c'est sa compétition aussi, la Ligue des Champions. On en a parlé la dernière fois. Il y a des clubs qui sont c'est dans leur ADN, certes, cette compétition-là. Vous avez le Real Madrid, vous avez le Milan AC après, quoi. Donc, euh, donc je les vois performer là, à Tottenham. Donc, Dani, maintenant que je t'ai pris le 2-1, tu te démerdes. Ouais, tu m'as piqué mon prono là. En fait, tu m'as piqué mon prono et j'avais parié sur un but de Giroud aussi. Donc, Eh ben, alors t'as moi, qu'à dire deux allez, buts de Giroud, je j'en vais sais mouiller un rien. petit peu plus. Voilà, exactement. Voilà, c'est ce que je vais. Je vais doubler de Giroud, ok. Doubler de Giroud. Et j'espère que Léon va jouer parce que moi j'aime bien le côté gauche quand tu as Hernandez et Léao. Effectivement, moi j'aime beaucoup ce côté gauche. Et ouais, Giroud il va planter.
Par contre, Tottenham va marquer en premier, je l'annonce. Ils vont marquer, ils vont gagner 1-0 et ils vont perdre 2-1. Voilà mon pronostic. Donc, tu vois, je me mouille plus que toi. Non seulement j'annonce le scénario du match, donc 1-0 pour Tottenham, et ça finit à 2-1, et 2 buts de Giroud. J'y crois pas. Et une belle défense de parce que Lloris. si Tottenham marque en premier, après ils vont garer le bus. Antonio Conte, c'est pas. Voilà. Après, tu me diras, Tottenham, s'ils veulent se qualifier, il faut qu'ils marquent 2 fois. Parce que s'ils vont au péno, ils sont sûrs de perdre. Lloris s'en arrêtera pas, comme d'habitude. Et Maignan, lui, voilà. Moi, en tout cas, vos C'est pronostics me plaisent beaucoup. Vos pronostics me plaisent beaucoup. Vous pourrez revenir la semaine prochaine. La grosse Et- grosse et- cote, Ouais. la grosse cote, c'est parier sur un pénalty arrêté par Hugo Lloris. Ouais, là, tu gagnes du fric. Voilà. Et Zlatan est revenu ce week-end. Ouais, mais il n'est pas titulaire. Non, mais il est revenu, il a joué. Ouais, mais ils ont perdu, non, contre la Fiorentina, c'était pas top. Ouais, Ça. ils ont perdu 2-1 contre la Fio. Ouais, Non, mais voilà. tout à fait. Donc, faudrait mieux. On prend note. En tout cas, on est tous les trois à voir Milan passer. On verra si c'est le cas. Contre qui. De toute façon, si c'est pas le cas, je serai pas là la semaine prochaine. Voilà. Il faut que tu viennes. Il faut que tu sois là au moins pour l'émission du 5 avril, parce que je te rappelle qu'il y a un Annecy TPC qui vaut son pesant d'or. Ah, ben écoute, je serai au fond du poêlon fondu. Je serai en place. Et donc, dernier match justement, c'est le match retour entre Chelsea et Dortmund. Je rappelle que Dortmund l'a emporté à l'aller 1-0. Qui laisse un match retour ouvert. Hein. Chelsea n'a plus que ça à jouer. Hein. C'est pareil, s'ils veulent gagner, s'ils veulent se qualifier en Ligue des Champions, il faut qu'ils la gagnent. Parce qu'ils sont très très loin en championnat. Donc c'est un match où Chelsea va jouer sa saison. Donc c'est à moi de parler en premier. Moi je pense que Chelsea, malgré le retour d'N'Golo Kanté, va se faire éliminer. Il va y avoir 2-2. Et Dortmund va se qualifier. Dortmund est sur une lancée incroyable en Bundesliga. Ils arrivent confiants. Donc je les vois pas se faire éliminer par Chelsea. Giancarlo? Ouais, moi je serais plutôt sur la même tendance que toi. Moi, Chelsea me font vraiment pas rêver dans le jeu. Et puis Dortmund, ouais, ils sont quand même sur une dynamique hyper positive. Après Dortmund, du coup, ils jouent vraiment les deux tableaux. Ils jouent vraiment le championnat. Ils ont vraiment une fenêtre pour être champion. Mais bon, je pense que ça va passer pour Dortmund. Ils vont gagner là-bas. Ils vont s'imposer par 2 buts d'écart. Je dirais 2-0 ou 3-1 pour Dortmund. Enfin, Dani, c'est toi qui as le mot de la fin presque de l'émission. Eh ben, écoute, moi, je vais contrarier vos pronostics. Moi, je pense que Chelsea va passer. Enfin, on l'a Ils vu vont à ton sauver maillot, leur de toute saison façon. avec la Ligue. Ouais, en plus, ouais, tu vois. Son maillot pourri, là. Je vais être solidaire avec. Moi, je parie sur un retour de N'Golo Kanté. D'ailleurs, je lui fais hommage ce soir. Et je pense que Chelsea va gagner 2-0 à Londres. C'est la grosse cote. Ok. La grosse cote. Donc, on prend note. Ouais. On voit qui me rattrape ou pas sur le challenge. Hein. Pour l'instant, je suis en tête, les gars. Va falloir un peu vous Je sais pas, ça va falloir qu'on professionnaliser. revoie les points. Hein. Voilà, va falloir vous professionnaliser sur les pronostics. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de On va se faire foot. On débattra effectivement du match retour entre Porto et l'Inter de Milan et de bien d'autres sujets en votre compagnie. Donc on vous dit à très très bientôt sur les antennes de la French Radio et ailleurs, hein, à la métropole de Toulouse pour Giancarlo. À très bientôt. Allez, Salut les gars, Beijing. ciao, ciao. Allez, ciao les gars. Ciao, ciao. La French Radio. Portugal.